Maintenant, je vais me tourner vers vous, Marie-Christine Raoult. Vous êtes responsable qualité des relations au travail à la RATP. Concrètement, vous êtes confronté quotidiennement à la question de la défiance. La défiance des agents et des organisations représentatives du personnel face aux mutations que connaît votre service public. Défiance que l'on rencontre souvent dans les entreprises, chez les cadres, lorsqu'on leur parle également de la prévention des risques psychosociaux. Défiance parfois des hommes vis-à-vis des femmes, dans un monde, et la RATP n'y échappe pas, où le problème de chef se décline plus souvent au masculin qu'au féminin. Bref, chez vous, la défiance est souvent le premier mode dans lequel sont abordées les questions sociales. Et pourtant, vous êtes attelé à cette mission de recherche de la qualité de vie au travail, et vous avez mis en place un système d'alarme sociale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus? Merci de me donner l'occasion de parler de cette démarche qui a conduit la RATP depuis déjà, je dirais, une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années. Oui, enfin, vous ne pouvez pas ignorer que la RATP est bien évidemment très attentive à la qualité de ses relations sociales, puisque ça a un impact direct sur le quotidien de chacun des utilisateurs du système de transport que l'on dirige. Alors, cette préoccupation des relations sociales au sein de l'entreprise, ça a amené à une démarche que je vais vous reprendre peut-être en 3 étapes. La première étape, en fait, elle a démarré dans les années 90, quand la RATP s'est réorganisée autour de 3 niveaux de responsabilité. Le niveau de l'entreprise, le niveau des grands domaines d'activité comme le bus, le métro ou la maintenance ferroviaire par exemple, et les unités opérationnelles, une ligne de métro, un centre-bus, un atelier de maintenance. Donc l'entreprise, dans les années 90, s'est organisée autour de ces 3 niveaux de responsabilité et a désigné des managers avec toutes les délégations qui allaient bien pour diriger leur périmètre. Et puis, 96, deuxième étape, l'année a fait suite à l'année 95 que certains doivent se rappeler, où l'Île-de-France s'est retrouvée paralysée dans des conflits sociaux qui avaient pour origine la réforme des régimes de retraite. Donc si vous étiez dans la région parisienne à ce moment-là, vous en avez forcément subi les conséquences. Et à cette époque-là, donc en 95, la direction de la RATP était complètement exclue des négociations avec les organisations syndicales, puisque ce sujet des retraites n'était pas un sujet d'entreprise, était un sujet posé par le gouvernement, et les organisations syndicales, par contre, se servaient des salariés pour exercer leur pression. Donc comment fait une entreprise quand elle n'a plus la main du dialogue social au sein de son entreprise? Donc ça nous a beaucoup interpellés, et dès que le conflit a été terminé, en 96, nous sommes rentrés dans une négociation avec les organisations syndicales sur l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise. Et nous avons d'ailleurs parmi nous, dans notre assemblée, Yvan Roth, qui est un de vos collègues médiateurs, qui est un des principaux négociateurs de ce protocole, qui a mis en place notamment le dispositif de l'alarme sociale. Alors, ce dispositif, il a été mis en place par la négociation, et il a été donc proposé aux organisations syndicales en contrepartie de moyens supplémentaires par rapport au Code du travail qui étaient dus aux organisations syndicales pour aller vers une meilleure qualité du dialogue social, et évidemment l'objectif principal étant d'avoir le moins possible de préavis de grève et surtout de grévistes. Donc comment, je vous expliquerai un petit peu après en fait comment ça fonctionne. La troisième étape, qui n'est pas des moindres, a été celle de la loi du 1er janvier 2008 qui a rendu obligatoire ce dispositif pour toutes les entreprises de transport.
Bon, vous avez certainement aussi entendu parler de ce qui s'est passé dans le transport aérien, où là, ce dispositif a été rendu obligatoire pratiquement du jour au lendemain, et évidemment avec des difficultés plus importantes qu'au sein de la RATP, puisque, comme vous le comprenez, c'est sur plusieurs années que ce dispositif, chez nous, s'est mis à fonctionner. Alors, qu'en est-il de ce dispositif? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça peut paraître comme ça, peut-être anodin. En fait, certains l'ont présenté comme un doublement du préavis de grève, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un peu simplifier les choses que de les présenter comme ça. Donc en fait, une organisation syndicale, un représentant syndical ou un représentant de la direction, parce qu'en fait, on a donné la possibilité qu'il y ait un parallèle des deux côtés, même si il est vrai que la plupart des alarmes sociales sont portées par des organisations syndicales. Donc une organisation syndicale qui détecte un motif de conflit collectif écrit à la direction au bon niveau. Donc c'est là où on retrouve nos 3 niveaux. Donc si c'est un sujet qui concerne une unité opérationnelle, c'est posé au niveau d'une unité opérationnelle. Si c'est au niveau de l'entreprise, c'est posé au niveau de la direction générale. Donc on a bien un parallèle des interlocuteurs des deux côtés de la table. Donc l'organisation syndicale, le représentant, pose à la direction son sujet d'alarme sociale qui paraît être un conflit potentiel. Et la direction prend l'engagement, enfin c'est inscrit comme ça dans notre protocole, s'oblige à recevoir l'organisation syndicale dans les 5 jours et donc à trouver les éléments d'un constat qui peut être un constat d'accord ou de désaccord. Ce n'est pas un protocole, ce n'est pas une négociation, puisqu'en fait, il n'y a qu'une organisation syndicale qui présente le sujet. Donc, il serait absolument illégal de négocier avec une seule organisation syndicale dans un périmètre de responsabilité. Mais par contre, les deux parties essayent de trouver les éléments d'explication sur le conflit potentiel qui est soulevé à son attention. Et cette rédaction d'un constat, qu'il soit d'accord ou de désaccord, est fondamentale pour la suite des relations entre les organisations syndicales, la direction, mais bien évidemment aussi les salariés. En fait, la plupart du temps, on arrive à rédiger ce constat. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des fois aussi beaucoup d'affectifs et donc c'est pas toujours facile, mais la plupart du temps on arrive, il y a très peu d'alarmes sociales qui débouchent sur des non-constats. Si le constat d'accord est rédigé et signé par les deux parties, l'affaire s'en arrête là et éventuellement il peut avoir après ouverture d'une négociation avec l'ensemble des organisations syndicales ou d'autres, ou une modification d'une réglementation. Enfin, les choses sont tout à fait ouvertes. S'il y a constat de désaccord, l'organisation syndicale peut, alors aujourd'hui dans le cadre de la loi, c'est une obligation de poser une alarme sociale avant de déposer un préavis de grève, mais à l'époque, quand nous l'avions négocié, ce n'était pas une obligation. Et donc, quand il y a constat de désaccord, l'organisation syndicale peut déposer un préavis de grève dans les 30 jours. Elle a 30 jours pour le faire. Alors, pour vous donner un peu une idée, parce que comme ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait, je vais vous donner des chiffres, des ordres de grandeur, pour vous montrer comment ce dispositif, au fil du temps, a pu fonctionner. Au démarrage, donc après les années 96-97, on était sur une balance qui était d'une centaine d'alarmes sociales pour 200 préavis de grève. Alors, il est vrai qu'au démarrage, toutes les organisations syndicales n'avaient pas signé ce protocole. La CGT, par exemple, ne l'avait pas signé et le syndicat Sud n'était pas encore représentatif dans l'entreprise. Au fil du temps, y compris la CGT, qui n'était pas signataire de l'accord, s'est mis à utiliser ce dispositif. On a eu un basculement dans les années 2001-2002, où là, les choses se sont inversées. On s'est retrouvé donc avec 250 alarmes sociales pour 180 préavis. Donc, vous voyez, une inversion de la tendance.
on est passé donc d'un dispositif de recours au conflit à une culture du dialogue social. Ça s'est d'autant plus confirmé, bien évidemment, en 2008, puisque l'obligation de passer par l'alarme sociale pour déposer un préavis était devenue légale. Et donc aujourd'hui, on est plutôt sur un ordre de grandeur de 60 préavis pour 450 alarmes sociales. Alors, ce qui est important aussi peut-être de signaler, c'est que donc, les alarmes sociales, comme je vous disais, peuvent déboucher soit sur un constat d'accord, soit sur un constat de désaccord. En fait, aujourd'hui, sur à peu près 500 alarmes sociales, on a 35% d'accords, 65% de désaccords. Donc, vous voyez quand même une forte majorité de désaccords. Et pour autant, sur l'ensemble de ces 65% de désaccords, nous n'avons que 10% de préavis de grève. Donc je pense que ce qui est important aussi, c'est de signaler que ce dispositif, il est vraiment, il a pris ses origines dans un fondamental de confiance que les deux acteurs, organisation syndicale et direction, se sont attachés à apporter, que petit à petit, chacun a appris à y trouver un intérêt et un résultat, puisque même quand on arrive à un constat de désaccord, on ne débouche pas forcément sur un préavis de grève, et comme vous le voyez, les chiffres le montrent. Ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, cette culture du dialogue social à la RATP, c'est devenu un préalable à toute négociation, et que ce soit pour négocier l'automatisation, la future automatisation de la ligne 4 ou des prolongements de lignes. C'est un préalable absolument nécessaire, et que c'est entendu comme ça dans l'entreprise, et que nous avons vraiment très peu de préavis de grève, et qu'aujourd'hui, alors même si je peux imaginer qu'au quotidien, certains peuvent souffrir de problèmes de transport, mais ce n'est pas toujours des sujets de préavis de grève, c'est parfois plutôt des sujets de problèmes techniques, mais voilà. Parce que le réseau est fortement saturé, donc c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on est à peu près sur même pas un demi-jour de grève par agent, par an, ce qui est un des taux les plus bas de la profession. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, l'alarme sociale a beaucoup fait évoluer les choses, et vraiment aussi a une mission pédagogique très importante au sein de l'entreprise, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le constat, une fois qu'il est rédigé et signé, qu'il soit d'accord ou désaccord, est affiché dans tous les attachements du personnel. Donc c'est devenu aussi, même plutôt aujourd'hui d'ailleurs, plutôt qu'un préalable à la grève, plutôt un moyen de communication sur l'action des organisations syndicales et la manière dont chacun essaie de faire avancer les différents sujets. Les motifs d'alarme sociale, ils sont principalement sur les conditions de travail, l'utilisation, la réglementation et le dialogue social. Et un petit peu moins sur l'hygiène et sécurité, parce qu'il y a d'autres instances qui s'occupent de ces sujets-là. Alors, fort de cette expérience, quand nous avons négocié en 2011 notre protocole sur la prévention des risques psychosociaux, nous y avons introduit un dispositif que l'on a voulu mettre en parallèle à l'alarme sociale, qui est la demande d'attention, et qui se veut être à peu près le parallèle, mais dans la prévention des conflits individuels. Donc, nous fonctionnons... alors, évidemment, là, ce n'est pas les organisations syndicales qui sont les interlocuteurs, ce sont des salariés qui peuvent vivre un conflit avec un collègue ou avec un manager, et qui le signalent à un N+2 ou à un RH de son secteur. Et une instruction s'ouvre sur cette situation pour essayer de trouver la ligne médiane la plus favorable à chacun pour que la relation de travail puisse perdurer. Voilà. Alors pour ce dispositif, on fait appel alors à des personnes qui sont reconnues par le président de la RATP, que l'on a nommé, pour le coup, pas médiateur, mais conciliateur, puisque le sujet n'est pas tout à fait le même. Mais la démarche, en tout cas, a des similitudes, puisque ce qu'elle essaye de porter, c'est que la relation
de travail puisse perdurer dans les meilleures conditions possibles. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je me demandais si les conciliateurs sont internes ou externes à la RATP. Alors, les conciliateurs sont internes à la RATP. Enfin, ce sont en fait des personnes qui ont été désignées par le président du fait de leur parcours dans l'entreprise pour qu'ils aient la meilleure connaissance possible des relations et des activités pour pouvoir au mieux trouver des solutions internes. Mais il faut savoir que j'ai mis en place ce dispositif et pour moi, ce qui était très important, c'est que le recours soit réduit à son minimum, puisqu'il me semblait beaucoup plus important d'arriver à ce que la fonction RH, qu'on retrouve à nos 3 niveaux de responsabilité, soit les premiers interlocuteurs de la recherche d'une solution entre un salarié et son manager. Donc nous nous efforçons le plus possible d'aider les RH à trouver des solutions en interne avant d'interpeller un tiers qui n'est effectivement pas un tiers complètement non plus, puisqu'il connaît l'entreprise. Le médiateur de la RATP, comme vous l'avez rappelé, est également aussi un agent de la RATP. Je vais rajouter que le médiateur de la RATP est un médiateur référencé suite à ces bonnes pratiques qui sont établies dans la charte des bonnes pratiques de la médiation, d'une part, et que d'autre part, il est tenu de faire un rapport public qui est sur son site. Tout à fait.